Lorsque l'on parlait série dans les années 2010, il y en a une qui revenait dans chaque discussion, chaque débat, chaque analyse. Une série perçue comme si grandiose que le public, de plus en plus large saison après saison, attendait avec impatience les nouveaux épisodes, certains d'être émerveillés, impressionnés, bouleversés. Un programme qui avait tout raflé en termes de récompenses sur son passage, s'offrant plusieurs Emmy Awards, dont celui de la meilleure série dramatique. Un générique entêtant, des intrigues politiques passionnantes, des personnages complexes et des batailles épiques, je veux bien sûr parler de Game of Thrones. Véritable phénomène culturel de la dernière décennie, la série aura pourtant connu une chute brutale lors de son final. Une saison 8 qui s'est attiré les foudres des fans du monde entier et qui est considérée comme une catastrophe en termes de narration, d'écriture ou même de dénouement. Alors, pourquoi ? Pourquoi la plus grande série de tous les temps a-t-elle connu un déclin aussi soudain, nuisant à sa réputation et fragilisant son héritage ? Eh bien, à l'occasion de la sortie prochaine du jeu War for Westeros, nous allons nous replonger dans cet univers pour tenter de répondre à cette question. C'est parti. An update on The Winds of Winter. I continue to work on it. Notre histoire débute dans les années 90 avec un homme, George R. R. Martin. Un écrivain états-unien qui est déjà connu à cette époque pour ses nouvelles de science-fiction et surtout ses romans de fantasy. Mais il y a un problème, l'homme se sent frustré. Malgré le succès de ses romans, son public reste de niche et les projets télévisuels qu'il a tentés en tant que scénariste sont au point mort. De plus, il estime ne pas avoir réussi à apporter une véritable pierre à l'édifice du genre de la fantasy, contrairement à son modèle britannique, Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Alors, l'écrivain se met au travail pour réaliser une série de romans qui laisserait une marque indélébile dans ce milieu. Seulement voilà, il veut faire les choses différemment du reste des œuvres traitant du même sujet. Ainsi, même s'il souhaite développer un univers médiéval où les éléments relevant du fantastique ont leur place, Martin ancre son récit dans un monde sombre et réaliste, où la violence est omniprésente et où la mort guette chaque personnage principal sans distinction, amenant à la disparition choquante de certains héros. Des héros qui n'en sont d'ailleurs pas. L'auteur veut en effet que les protagonistes du récit soient à l'image de la réalité, imparfaits, avides de pouvoir, égoïstes, torturés, en constant développement au fil des événements du récit. On déconstruit ici la figure manichéenne du héros valeureux et du méchant sanguinaire. Tout le monde a ses vices et vertus, tout le monde a ses raisons. Des personnages parfois donc détestables qui seront pourtant le moteur de l'intrigue. Et oui, Martin prend ici le contre-pied de Tolkien et de ses adeptes en privilégiant les protagonistes au déroulement du récit. De plus, l'auteur américain veut également traiter de thèmes matures, suscitant la réflexion du lecteur, à commencer par les intrigues politiques de prise et d'exercice du pouvoir. Il s'inspire en cela de conflits médiévaux bien réels comme la guerre des Deux Roses. Mais il s'intéresse aussi aux rapports sociaux, à la religion, la sexualité ou encore la moralité de la violence. Et c'est ainsi que sa série de medieval fantasy A Song of Ice and Fire voit le jour en 1996 avec son premier tome, A Game of Thrones. L'histoire est simple, une bataille politique acharnée pour le trône de fer, symbole du pouvoir absolu. Et le public est immédiatement au rendez-vous. George R. R. Martin va connaître progressivement un immense succès aux États-Unis. Le roman original va vite faire place à une suite qui va aboutir à une véritable saga littéraire. Le deuxième volet, La Bataille des Rois, atteindra la 13e place sur la liste des best-sellers du New York Times en 1999. Quant au troisième livre, il fera encore mieux. Aidé par le succès au cinéma du Seigneur des Anneaux, et Martin commencera d'ailleurs à recevoir des propositions d'adaptation de sa saga à la télévision et au cinéma. Tout semble aller pour le mieux, mais c'est en réalité durant l'écriture du 4e opus que les problèmes commencent pour Martin. Il veut en effet faire une ellipse de 5 ans dans l'intrigue pour laisser à ses personnages le temps de grandir et ainsi fluidifier le récit. Cependant, un tel saut temporel ne convenait pas à certains personnages dont l'histoire allait sonner incohérente, et c'est ainsi qu'il abandonne cette idée après de longues années de doute, prenant du retard sur la suite de l'histoire, un festin pour les corbeaux. Le livre, comble de l'ironie, sort 5 ans après le tome précédent, et malgré un succès inégalé jusqu'à présent, il se hisse directement à la première place des best-sellers du New York Times, les fans commencent cependant à être déçus par la division de l'histoire qui laisse de nombreux cliffhangers pour les personnages principaux en attendant la suite du récit. En effet, Martin ayant renoncé à son saut temporel, il doit prolonger l'histoire actuelle d'encore un roman avant de faire avancer le nœud dramatique. Des difficultés d'écriture pour l'auteur qui annoncent déjà malheureusement les futurs problèmes que va rencontrer la série. Et en parlant de série, Martin reçoit à l'époque de l'écriture du 5e opus une proposition pour le moins intéressante. I started reading the first book, A Game of Thrones. I got about 200 pages into it. I got to the scene where Bran gets pushed out of the tower window, and I fell in love with it. Became obsessed. I called Dan,
and said, "You need to check out these books because I might be crazy, but I think this could be the greatest series of all time." Il est temps d'introduire les deux protagonistes principaux de cette histoire somme toute tragique, les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss. En 2006, tous deux sont relativement novices dans le domaine de la réalisation de séries. Le premier a été impliqué dans l'écriture du scénario de plusieurs longs métrages à gros budget, certes, comme La 25e heure, dont il a tout de même écrit le roman d'origine, 3 ou encore le désastreux X-Men Origins Wolverine. Le second a quant à lui planché sur un préquel avorté de Je suis une légende. Mais rien de plus. Les deux n'ont en effet jamais mis les pieds officiellement dans l'univers du petit écran. Qu'importe, il découvre dans les années 2000 la saga littéraire de George R.R. Martin et tombe sous le charme de A Song of Ice and Fire, si bien qu'il souhaite porter l'histoire sur le petit écran. Il rencontre donc l'auteur pour lui parler de leur projet, et au début, celui-ci est assez réticent, car selon lui, sa saga est tout simplement inadaptable en raison de la richesse de l'univers. Néanmoins, les deux scénaristes insistent, et surtout, et cela va se révéler être un atout décisif, ils montrent un réel intérêt pour A Song of Ice and Fire. I think what impressed him about us certainly wasn't our experience, since we had none. It was the fact that we had read the books really carefully and we knew exactly what we wanted to do, which was pretty close to exactly what he had done in the books. Si bien que Martin, anecdote plutôt connue, va leur faire passer un test pour vérifier jusqu'où va leur connaissance de la saga. Il leur pose la question fatidique: qui est la mère de Jon Snow? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jon Snow est un des protagonistes du récit, dont la parenté est justement mystérieuse et sujette à théorie à cette époque. Et bien, à la surprise de Martin, David Benioff et D.B. Weiss répondent dans le mille. Cette fois-ci, c'est bon, il leur fait confiance pour adapter son roman et cède les droits. Nos deux compères les vendent en 2007 à HBO, une chaîne de télévision qui a depuis longtemps fait ses preuves avec des œuvres tout aussi ambitieuses que ce projet. On peut citer Les Sopranos, The Wire et surtout la série Rome. HBO apporte donc une grande confiance aux scénaristes en prenant en charge le budget nécessaire qui s'annonce pour le moins colossal. La production commence alors et, durant 2 ans, avance assez lentement. Le premier pilote est abandonné en 2009 car le casting n'est pas assez adapté. De nombreux changements sont donc faits en cours de route, comme remplacer Tamsin Merchant par la jeune Emilia Clarke. Heureusement, le second pilote est beaucoup plus réussi et le tournage de la première saison peut enfin prendre forme 1 an plus tard. L'histoire de cette saison 1 reprend très fidèlement la trame des livres de Martin. On nous présente un monde médiéval et fantaisiste divisé en 2 continents, Westeros et Essos, autour desquels gravitent 3 intrigues. Premièrement, la lutte politique acharnée de grandes familles pour accéder au trône de fer, garantissant la souveraineté sur les 7 royaumes de Westeros. C'est actuellement Robert, de la maison des Baratheon, qui est roi. Après la mystérieuse mort de son premier conseiller, Jon Arryn, le roi se rend dans le royaume du Nord, dirigé par la famille Stark, pour demander à Ned Stark, seigneur du Nord et ami d'enfance, de devenir sa nouvelle main, ce qu'il accepte en homme d'honneur. Mais, arrivé à la capitale, Ned se retrouve malgré lui pris dans le complot de la famille Lannister pour s'emparer du trône de fer. En parallèle, aux frontières nord du royaume, le fils bâtard de Ned Stark, Jon Snow, est contraint de rejoindre la Garde de Nuit, une organisation militaire qui défend un gigantesque mur de glace construit pour séparer les 7 royaumes de créatures surnaturelles qui se trouvent au-delà de celui-ci. Enfin, à l'est, sur le continent d'Essos, la jeune Daenerys Targaryen et son frère Viserys, exilés depuis des années, entendent bien reprendre le trône de fer qui a été pris à leur famille lors de la rébellion qui a mis Robert Baratheon sur le trône. Ils comptent pour cela s'allier à l'armée de Khal Drogo, un chef local. Trahison, complot et rivalité vont donc se multiplier dans cette saison où la guerre devient inévitable. Cette intrigue complexe et riche en rebondissements est présentée aux spectateurs d'HBO le 17 avril 2011 dans l'épisode pilote intitulé L'hiver vient. Si le succès reste relativement modeste au premier épisode, environ 2 millions de spectateurs, les audiences augmentent rapidement jusqu'à ce que la série se crée une base de fans déjà très solide et surtout des critiques mirobolantes. On salue le travail d'adaptation, le soin apporté à la réalisation, aux costumes, au décor, le jeu d'acteur, tout particulièrement celui d'un certain Peter Dinklage dans le rôle du nain rusé Tyrion Lannister. Mais surtout, le public est impressionné par le réalisme politique et le ton sombre de la série. De fait, cette dernière offre de nombreux événements choquants en ce sens, à commencer par la mort inattendue de Ned Stark, pourtant le personnage principal. Le patriarche, qui tentait d'empêcher le complot des Lannister pour accéder au trône, est en effet décapité en place publique dans une séquence devenue culte.
Désormais, les fans sont prévenus. Aucun personnage, pas même le plus valeureux des héros, n'est à l'abri. HBO, devant le succès grandissant de la série, qui n'en est pourtant qu'à ses débuts, décide 2 jours après la diffusion du pilote de mettre en chantier une seconde fournée d'épisodes. La saison 2 narre les conséquences directes des rebondissements survenus jusqu'ici. Cersei Lannister, la femme du roi Robert, ayant une relation incestueuse avec son frère Jaime, tous les enfants de la famille royale sont donc en réalité des bâtards Lannister. Ned Stark le découvre et c'est pour cela qu'elle le fait exécuter et qu'elle s'arrange également pour que Robert soit tué lors d'une partie de chasse. Elle place ensuite son fils aîné Joffrey sur le trône avec l'intention de gouverner dans l'ombre. Problème, l'enfant est un véritable pervers narcissique, assoiffé de pouvoir et de plus en plus incontrôlable. De plus, la rumeur de son statut de bâtard se propage dans les 7 royaumes et amène les 2 frères de Robert Baratheon, Stannis et Renly, ainsi que Balon Greyjoy, un puissant seigneur, à revendiquer eux aussi le trône. De plus, le jeune Robb Stark, le fils aîné de Ned, proclamé par son peuple roi du Nord, compte bien venger la mort de son père en marchant sur le sud. Il se mesure ainsi à Tywin Lannister, le puissant patriarche de la famille rivale des Stark. C'est la guerre des 5 rois. Au nord, Jon Snow et la garde de nuit tentent d'empêcher les sauvageons, le peuple libre d'au-delà du mur considéré comme barbare, de franchir la forteresse de glace. Mais Jon, envoyé en tant qu'espion parmi les sauvageons, découvre que, s'ils veulent tant fuir leur pays, c'est à cause d'une menace bien plus grande. Des créatures terrifiantes, capables de réveiller les morts, s'apprêtent à décimer les 7 royaumes. Les marcheurs blancs. De son côté, Daenerys, qui a pour ainsi dire écarté son frère du pouvoir, a maintenant avec elle 3 dragons qu'elle compte bien utiliser pour reprendre le trône de fer. Même si elle n'est peut-être pas à la hauteur de la précédente, cette saison a tout de même le mérite de prolonger la qualité scénaristique et même de faire encore mieux du point de vue du spectacle visuel, avec le fameux épisode de la bataille de la baie de la Nera. Peter Dinklage s'illustre dans le rôle de Tyrion. Un affrontement qui sera d'ailleurs le seul de cette saison, la série privilégiant encore à cette époque les discussions et intrigues politiques complexes plutôt que l'action épique. Un rythme donc volontairement lent qui lui sera parfois reproché, et ce sont à peu près les seules critiques qu'on peut faire à la série à ce moment-là, tant l'œuvre conquit le public à cette période. Les audiences ont presque doublé et Game of Thrones commence à devenir un véritable phénomène culturel. Pourtant, les spectateurs et les critiques sont loin de se douter que la prochaine saison va marquer le milieu des séries à jamais. Est-ce que tu as vu l'épisode 9 de la saison 3 ? Cette phrase, on l'entendait beaucoup à l'époque. Et pour cause, la saison 3 va offrir une tension qui va monter crescendo jusqu'au cataclysme final des Noces Pourpres. Remise en contexte. On se concentre ici sur le jeune Robb Stark, roi du Nord charismatique, ainsi que sa mère Catelyn Stark, qui se dresse comme le seul rempart restant contre la mainmise des Lannister sur le trône de fer. Personnage le plus apprécié des fans à ce moment-là, stratège hors pair et leader naturel, Robb commet pourtant de nombreuses erreurs au fil des épisodes qui vont le conduire au désastre. N'écoutant guère les conseils avisés de sa mère, il choisit de se lier à Talisa, une infirmière dont il tombe éperdument amoureux, trahissant ainsi la promesse qu'il a fait à Walder Frey, un seigneur local, de se marier avec l'une de ses filles. Il perd donc le soutien d'un allié puissant, choisissant l'amour au détriment du devoir. Et c'est une décision qu'il va payer très cher. En effet, lorsque Rickard Karstark, l'un de ses bannerets, lui désobéit, remettant en question ses méthodes, Robb n'a d'autre choix que de le tuer, ce qui entraîne l'abandon de l'alliance avec la maison Karstark et la perte de la moitié de son armée par le jeune seigneur. Affaibli, Robb est obligé de se tourner à nouveau vers Walder Frey, à qui il présente des excuses. Des excuses que le seigneur accepte un peu trop facilement. Ce dernier exige simplement, en réparation, que son oncle se marie avec l'une de ses filles lors des noces qui seront organisées au fief des Frey. Tout paraît donc rentrer dans l'ordre. Le mariage semble se dérouler sans encombre jusqu'à ce que le spectateur, en même temps qu'une Catelyn Stark impuissante, se rende compte du piège qui est en train de se refermer sur la famille Stark. La nuit de noces vire au drame. Walder Frey, qui a tendu un piège à Robb pour se venger de sa promesse non tenue, massacre l'ensemble des convives dans une scène d'une grande violence. Le roi du Nord, voyant sa femme enceinte poignardée sous ses yeux, est exécuté froidement par les traîtres, tandis que Catelyn Stark, après une tentative désespérée pour sauver son fils, se fait trancher la gorge. Tywin Lannister, commanditaire du massacre, a réussi son coup.
la maison Stark vacille sous le poids des erreurs de son roi. Nous avions pourtant été prévenus. Aucune décision n'est sans conséquence dans cette série, et les erreurs se payent très cher. Après le traumatisme des Noces Pourpres qui conclut une saison de haute volée ponctuée d'intrigues intéressantes, notamment la rédemption de Jaime Lannister, on se dit qu'il sera difficile de faire mieux pour la prochaine saison. Et pourtant. It feels fantastic to be back doing the 4th season of the show, a show that keeps expanding every year. And every year you're visiting not just new locations in the same world, but new societies and new cultures. La saison 4 est certainement le moment où Game of Thrones a atteint son apogée en termes de qualité intrinsèque. C'est bien simple, chaque épisode est grandiose. Dès le début, nous sommes directement plongés dans le bain avec la mort mystérieuse de l'haïssable Joffrey Baratheon, empoisonné durant son mariage avec Margaery Tyrell. La maison Lannister, qui régnait jusqu'ici en maître sur les 7 couronnes, voit son hégémonie pour la première fois remise en question. Il faut trouver un coupable, et vite. Cersei accuse immédiatement Tyrion, fréquemment humilié par Joffrey, du meurtre de ce dernier. Le nain doit alors subir un procès arbitraire tenu par son père Tywin, qui le hait profondément et souhaite s'arranger pour le faire condamner à mort. Acculé, trahi par ses proches, dont sa compagne Shae, et ce, alors qu'il est innocent, Tyrion se lance dans une tirade magistrale qui témoigne une fois de plus de l'éloquence et de la justesse de Peter Dinklage, habité par son rôle. Il n'est pas question que l'on prenne ma vie pour le meurtre de Joffrey. Je sais qu'ici justice ne sera pas rendue, donc je laisse les dieux décider de mon destin. Je demande une ordalie par combat. Tyrion finit par demander une ordalie par combat. Pour échapper à sa condamnation, il doit choisir un champion capable de vaincre la montagne, réputé pour être le combattant le plus violent de Westeros grâce à sa force impressionnante. Mais Tyrion va se voir offrir une aide plutôt inattendue en la personne d'Oberyn Martell. Arrivé en provenance de Dorne, une cité du sud de Westeros, ce dernier, superbement campé par Pedro Pascal qu'on retrouve aujourd'hui dans The Last of Us, souhaite justement combattre la montagne, qui a violé et tué sa sœur ainsi que ses enfants il y a de cela plusieurs années. Personnage séducteur, nonchalant et audacieux, n'hésitant pas à remettre à leur place les nobles prétentieux de la cour, Oberyn conquit les fans dès sa première apparition. Excellent combattant, il parvient à mettre en échec la montagne lors d'un combat d'anthologie qui rappelle David contre Goliath. Mais ici, c'est Game of Thrones, et l'arrogance d'Oberyn, qui l'a fait combattre par fierté et désir de vengeance plutôt que par justice, aura finalement raison de lui, et ce, de la plus brutale des manières. Dis son nom! Tu l'as violé! Tu l'as tué! Tu as tué ses enfants! Dis-le! Elia Martell! Dis-le! Elia Martell! J'ai tué ses enfants! Je l'ai violé! Et j'ai écrabouillé sa tête comme ça! Cette fois-ci, c'est définitif. Tyrion est condamné à mort. Heureusement, son frère Jaime, qui s'est repenti depuis les événements de la saison précédente, l'aide à s'échapper. Mais avant de s'enfuir, le nain règle ses comptes avec les personnes qui l'ont trahi. D'abord Shae, puis son propre père. Tyrion surprend le patriarche Lannister dans son intimité. Lui, l'homme le plus craint de Westeros, le grand stratège, meurt de la façon la plus humiliante possible, rappelant une fois de plus le génie de cette série. Et dites-vous qu'il ne s'agit là que de l'intrigue principale, une infime partie de tout ce que cette saison a à offrir. Que dire, par exemple, des intrigues politiques passionnantes de Daenerys à Essos. Après avoir pris le pouvoir à Meereen, qui était auparavant la plus grande cité esclavagiste de l'Est, elle se confronte à la difficulté de l'exercice du pouvoir. Beaucoup contestent sa politique abolitionniste qui a mené à l'instabilité depuis l'assassinat des maîtres d'esclaves, ce qui l'oblige à faire preuve de pragmatisme en instaurant un équilibre précaire. Que dire ensuite de Jon Snow, qui s'impose dans cette saison comme l'un des personnages les plus appréciés du public. Le bâtard est ici tiraillé entre la cause des sauvageons d'un côté, avec notamment son amour pour Ygritte, et sa fidélité à la garde de nuit, qui doit défendre le mur contre l'assaut du peuple libre dans un épisode à couper le souffle.
Contrairement à son frère cependant, Jon finit par choisir le devoir plutôt que l'amour en organisant la défense du mur dans une bataille qui scellera malheureusement le sort de son amante. Même des intrigues qui apparaissent comme secondaires ici deviennent intéressantes en raison de la complexité des personnages du récit, à l'image des mésaventures d'Arya et de son compagnon de route Sandor Clegane alias le limier. Se haïssant d'abord mutuellement, le frère de la montagne ayant capturé la fille Stark pour espérer l'échanger contre une rançon, ils finiront par former un duo attachant, nous offrant de nombreux moments comiques, mais aussi tragiques. Enfin, n'oublions pas Sansa qui apprend l'art de la persuasion aux côtés de Peter Baelish, dit Littlefinger, qui se révèle comme le personnage tirant les ficelles dans l'ombre depuis le début, avec comme objectif de s'asseoir sur le trône de fer. Avec ces éléments en tête, on commence à toucher véritablement aux raisons de l'immense popularité de cette série à cette période. Game of Thrones, c'est d'abord un spectacle mature qui plonge dans la profondeur des luttes de pouvoir, mais aussi les différentes dynamiques au sein d'une société, comme le traitement de la justice par exemple. C'est aussi une série qui prend le soin de développer chacun de ses personnages au gré d'intrigues captivantes, qui n'hésitent pas à mettre parfois un terme de manière brutale à certains parcours dans une logique de réalisme narratif. C'est enfin un show qui ne se prive pas d'une direction artistique sublime et variée, tant au niveau des différents lieux explorés que des affrontements épiques qu'elle nous offre. Le problème est que cela ne va pas durer. La saison 4 ayant tout raflé sur son passage, les audiences augmentent rapidement, et si l'on compte les téléchargements illégaux, Game of Thrones s'impose comme l'un des shows télévisés les plus regardés au monde. Le public est donc impatient de découvrir la suite de l'histoire. Mais malheureusement, cette saison 5 va se révéler porteuse de certains défauts qui vont amorcer le déclin de la série. Plusieurs raisons expliquent cette baisse de qualité manifeste. Pour commencer, toutes les louanges que j'ai faites aux 4 premières saisons sont à attribuer à la saga A Song of Ice and Fire de Martin. En effet, jusqu'ici, la série était grandiose car les showrunners David Benioff et D.B. Weiss faisaient un superbe travail d'adaptation, restant le plus souvent fidèles au roman d'origine, tout en prenant la liberté d'ajouter ou de supprimer certaines intrigues pour mieux porter l'histoire à l'écran. Cela a été d'autant plus renforcé par le fait que George R.R. Martin s'impliquait jusqu'ici activement dans l'écriture des épisodes afin, justement, que la série colle au livre. Mais durant la production de la saison 5, il choisit de se retirer pour travailler sur l'écriture du prochain roman de A Song of Ice and Fire, Les Vents de l'hiver. Et oui, car il faut rappeler que la saga de l'écrivain n'est toujours pas terminée. Cela amène à 2 problèmes. Premièrement, les showrunners ont de plus en plus de mal à adapter l'intrigue des livres, car dans les tomes 4 et 5, une myriade de nouveaux personnages et d'histoires secondaires font leur apparition, ce qui complique la tâche en l'absence de l'aide de Martin. Et deuxièmement, la série finit par rattraper puis dépasser les livres, ce qui oblige David Benioff et D.B. Weiss à inventer eux-mêmes la suite de l'histoire. En résulte une saison qui souffre d'abord d'une simplification excessive de certains arcs narratifs, qui deviennent donc assez soporifiques, voire ridicules, comme celui de Dorne par exemple. À la place de l'intrigue politique complexe des livres, nous avons en effet le droit à un arc simplifié à l'extrême, avec beaucoup de personnages absents, sans subtilité narrative et de surcroît mal mis en scène. La simplification abusive de cette saison atteint son paroxysme avec Bran Stark, qui disparaît complètement de l'intrigue à ce moment-là, alors qu'il était pourtant un personnage important dont les pouvoirs surnaturels s'apprêtaient à être développés pour mieux comprendre les marcheurs blancs. Cela entraîne un rythme aussi assez lent puisque les histoires deviennent peu captivantes, avec un format tout aussi long que les saisons précédentes. Et d'autre part, lorsqu'il ne s'agit pas de simplification, on fait face à des intrigues inventées pour pallier le manque de matériel source, comme Sansa qui est mariée dans la série au psychopathe Ramsay Bolton, ou encore Shireen qui finit par être brûlée vive sur ordre de son père Stannis au nom du dieu de la lumière. Des choix qui ne sont pas tous à jeter, loin de là. La saison garde en effet beaucoup de moments de grande qualité, avec notamment les intrigues à Port-Réal qui se concentrent ici sur l'irruption intéressante de la religion dans la politique en la personne du Grand Moineau, un meneur sectaire qui entend bien punir les péchés des nobles de la cour. Une vie de richesse et de pouvoir vous a rendu aveugle au monde réel. Vous êtes quelques-uns. Nous, une multitude. Et quand la multitude n'a plus peur de quelques-uns,
De même, le public a salué les intrigues autour de Jon Snow dans le Nord, qui, élu alors commandant de la garde de nuit, va tenter de faire cohabiter Sauvageon et Frères Jurés pour lutter contre la menace des Marcheurs Blancs. Une menace qui prendra enfin une forme tangible dans le magistral épisode 8, où Jon Snow fait face pour la première fois de manière épique au Roi de la Nuit et à l'Armée des Morts. Mais la scène la plus connue de cette saison reste bien évidemment la mort de Jon. Trop idéaliste comme son père avant lui, le bâtard veut unifier les Sauvageons et la garde de nuit pour combattre les Marcheurs Blancs, sans se rendre compte que la cohabitation est difficile, ce qui entraîne des ressentiments qui atteignent leur paroxysme lorsque des traîtres de la garde de nuit décident de poignarder leur Lord Commandant. Si la série nous a certes habitués aux erreurs qui se payent cher, ici cela ne semble pas mérité pour un tel personnage qui avait encore tant à accomplir au niveau de l'intrigue. Et c'est pour cela que Jon Snow sera ressuscité au début de la saison 6 par la prêtresse rouge. Une saison 6 qui est donc la première à être entièrement faite de contenu original, la série ayant définitivement dépassé les livres à cette période. Pourtant, malgré l'absence de support littéraire, elle se révèle meilleure que la précédente. Tout d'abord, l'immense popularité de la série permet à HBO d'augmenter considérablement le budget. Les effets spéciaux sont ainsi beaucoup plus réussis et le nombre de figurants, de même que la qualité des décors, connaît un bond en avant. Nous avons donc enfin le droit à des affrontements dignes du Seigneur des Anneaux, notamment avec la fameuse bataille des bâtards, une prouesse technique. De plus, les scénaristes parviennent enfin à étoffer leurs arcs narratifs et à les enrichir de rebondissements, ce qui permet de se rattraper face au rythme très lent de la saison précédente. En ce sens, on nous donne des conclusions très satisfaisantes pour la plupart des intrigues. Jon Snow est ainsi proclamé roi du Nord par son peuple, comme Robb Stark avant lui, après avoir remporté la bataille des bâtards. Bran utilise enfin ses pouvoirs de corneille à 3 yeux, qui lui permettent d'explorer le passé, ce qui donne lieu à des scènes grandioses qui alternent les temporalités, la plus parlante étant la fameuse scène autour d'Hodor. L'exemple le plus pertinent reste néanmoins l'arc de Cersei, qui connaît une résolution très satisfaisante dans un épisode 10 qui frôle la perfection, sublimé par la musique de Ramin Djawadi. Cependant, si l'ennui est passé, d'autres défauts émergent dans cette 6e aventure. Tout s'accélère pour les besoins de la narration, ce qui donne lieu à des dénouements assez faciles, comme le départ de Daenerys de Meereen et celui d'Arya de Braavos, avec une mauvaise exploitation des 100 visages qui n'auront finalement pas apporté grand chose au récit. De plus, l'écriture semble devenir bien plus paresseuse, tant au niveau des dialogues parfois moins subtils que des facilités scénaristiques. L'absence de rébellion populaire après le crime de Cersei, ou l'arrivée in extremis des chevaliers du Val à la bataille des bâtards. Deux problèmes qui n'entachent pas une saison de haute volée, avec des scénaristes qui semblaient à cette époque enfin trouver leur marque sans les romans. Mais il s'agit là de problèmes qui vont s'accentuer jusqu'au désastre final. Have you shot your final scenes yet? And are you happy with how things ended? Yeah. She didn't say yes. You didn't say yes. Best season ever. À cette époque, même si les fans sont toujours plus nombreux et placent la série au rang de chef-d'œuvre pour les 2 derniers épisodes de la saison 6, on a néanmoins plusieurs signes alarmants d'un déclin à venir. De plus, les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss annoncent en 2016 vouloir mettre fin à la série au terme de 2 ultimes saisons qui compteraient en tout 13 épisodes en se basant sur les directives que George R. R. Martin a données sur la fin de l'intrigue. Mais les critiques et le public émettent des réserves. Certes, un nombre aussi restreint d'épisodes peut permettre à la série d'aller droit au but, et ainsi de ne pas s'éterniser. Mais les showrunners vont-ils vraiment avoir le temps de boucler autant d'intrigues en 2 saisons si courtes ? Certains voient même cela comme un abandon, en affirmant que les 2 scénaristes veulent vite passer à autre chose, pour travailler sur une prochaine trilogie Star Wars annoncée par Disney. Un ensemble de craintes qui vont donc se révéler justifiées. Pour le comprendre, analysons dans un premier temps la saison 7. Dans celle-ci, les intrigues secondaires, qui étaient, il est vrai, parfois inutiles, s'effacent rapidement pour faire émerger 3 mondes différents qui vont enfin entrer en collision. Celui de Daenerys d'abord, qui arrive enfin à Westeros, plus puissante que jamais, et forge des alliances avec les maisons Tyrell et Martell. Puis on retrouve Cersei qui consolide son pouvoir à Port-Réal en s'imposant en reine tyrannique, aidée par Euron Greyjoy, le nouveau roi des îles de Fer. Enfin, Jon et Sansa qui veillent sur le nord et apportent avec eux la crainte de la menace des marcheurs blancs, l'hiver étant enfin arrivé. On ne s'ennuie donc pas une seule seconde dans cette saison rythmée par les confrontations tant attendues entre les protagonistes du récit. Outre une narration efficace, de nombreuses séquences épiques
épique rythme les 7 épisodes, nous montrant que Game of Thrones se surpasse chaque année en termes de spectacle visuel. Mais malheureusement, ce sont les seules grandes qualités de cette saison. En effet, malgré des audiences records, plus de 10 millions de spectateurs par épisode, les craintes du public se confirment. La nécessité de terminer l'histoire au plus vite donne lieu à un rythme effréné, avec des personnages qui semblent se téléporter d'un bout à l'autre du continent, comme Gendry qui voyage du Nord profond à Pendragon en un jour à peine, ce qui détruit la cohérence géographique de Westeros. Il faut également noter des intrigues qui servent d'excuses à des ressorts narratifs, par exemple l'expédition au-delà du mur pour montrer un mort-vivant à Cersei, qui permet simplement au roi de la nuit de récupérer le dragon de Daenerys et ainsi franchir le mur. On peut aussi parler de la simplification des tensions politiques qui se reposent ici sur le conflit manichéen entre la reine de Port-Réal d'un côté et la mère des dragons de l'autre. Dans le même registre, Littlefinger, pourtant fin stratège manipulateur dans les premières saisons, se fait ici misérablement mettre en déroute par la famille Stark. Parlons enfin des personnages principaux pour lesquels nous n'avons plus aucune crainte tant le scénario les protège. Contrairement au grand Game of Thrones des 4 premières saisons, ici Jaime est sauvé in extremis par Bronn alors qu'il s'apprêtait à être détruit ensemble par Drogon. Jon reçoit l'aide inattendue de son oncle en plein blizzard, sans oublier le roi de la nuit qui oublie de viser le bon dragon, à savoir celui sur lequel les personnages sont montés. En clair, la décision de raccourcir le nombre d'épisodes accentue des problèmes qui vont mener à la très controversée dernière saison de Game of Thrones. Alors, pour commencer, il faut savoir que malgré les défauts que j'ai attribués à la saison 7, le public est à ce moment-là toujours aussi fidèle à la série et nourrit l'espoir que l'ultime saison vienne rattraper certains faux pas énoncés précédemment. Mais ces audiences exemplaires ne vont que renforcer la déception que constitue la saison 8. Il faut tout de même noter qu'elle démarre plutôt correctement, avec 2 épisodes dans les standards de la série. L'enjeu de ces 2 premiers épisodes est de préparer la grande bataille de la longue nuit face aux marcheurs blancs. Cela nous donne l'occasion de ralentir quelque peu le récit pour nous offrir des retrouvailles et des discussions entre les différents protagonistes. Si quelques échanges sont donc assez touchants, on fait cependant face à la même qualité médiocre de l'écriture des dialogues. Mais les critiques vont véritablement fuser lors de l'épisode 3 intitulé La longue nuit. L'armée des morts donne l'assaut sur Winterfell, dans ce qui aurait dû être le point culminant d'années de développement de la plus grande menace de la série, ainsi que des livres de George R.R. Martin. Au lieu de cela, nous avons le droit à un épisode qui cumule tous les défauts que l'accélération de l'intrigue en saison 7 avait exacerbés. Pire encore, à cela s'ajoutent des problèmes techniques comme la lisibilité de la bataille, qui est gâchée par le fait que l'image soit trop sombre, ce qui a enragé les fans. Mais il s'agit là du cadet des soucis de cet épisode. Le véritable problème réside dans le traitement des marcheurs blancs. Ils ne présentent aucune menace dans cet épisode, car ils n'attaquent ni ne tuent personne, excepté pour ce qui est du roi de la nuit. Et encore, justement parlons-en. Ce dernier est tué à l'aide d'un seul coup de dague sans plus de cérémonie, mettant fin de manière expéditive à la longue nuit qui aura finalement été qu'une petite soirée. Les marcheurs blancs étaient pourtant considérés comme la menace ultime, entourés qui plus est d'une mythologie intéressante et de mystères irrésolus, dont les réponses ne seront jamais données. Avec la fin prématurée des marcheurs blancs, ce sont des arcs entiers de certains personnages qui perdent leur pertinence. Pourquoi est-ce Arya qui se charge de tuer le roi de la nuit, la fille Stark n'ayant rien à voir avec cette histoire, alors que Bran semblait avoir un lien beaucoup plus important avec ce dernier du fait de ses pouvoirs. De même, Jon Snow, présenté comme l'élu de la prophétie, Azor Ahai, est écarté sans combat significatif. La longue nuit devait être le symbole de l'échec des hommes à éviter leur propre perte, mais la série a décidé que l'intrigue politique pour le trône de fer était plus importante, et c'est pour cela qu'elle y consacre ces 3 derniers épisodes. Des épisodes qui ne vont faire que décupler la colère du public. C'est bien simple, on sent que les scénaristes ont voulu implémenter les directives données par George R.R. Martin sur la fin de l'histoire, à savoir principalement la descente aux enfers de Daenerys et Bran qui devient roi des 7 couronnes. Mais le peu d'épisodes disponibles a amené David Benioff et D.B. Weiss à diriger les personnages vers la réalisation de ces 2 dénouements en sacrifiant leur cohérence. Ainsi, tout se retourne assez artificiellement contre Daenerys dans cette fin de saison. De même, Jon ne fait rien pour empêcher le craquage psychologique de sa bien-aimée et refuse même de le voir, martelant sans relâche des répliques comme « She is my queen » qui sont à l'image du personnage creux qu'il devient dans cette saison malheureusement. Si l'on s'intéresse ensuite à la folie de Daenerys, celle-ci, bien que vaguement justifiée par une série de mésaventures artificielles, demeure bien trop soudaine dans l'épisode 5. Pour rappel, lors de l'assaut de Port-Réal face à l'armée de Cersei, la coalition menée par Jon et Daenerys pulvérise les défenses de la ville en un rien de temps, forçant Cersei à faire sonner les cloches de la reddition. Donc, à ce moment-là, la victoire était établie, et pourtant, c'est aussi à cet instant précis que la mère des dragons perd la tête et se met à massacrer la population innocente de Port-Réal en réduisant la cité en cendres.
Ce qui nous amène au final, l'épisode le plus détesté de Game of Thrones pour à peu près les mêmes raisons. Les personnages ne sont plus moteurs de l'intrigue, mais l'inverse. Jon tue Daenerys sans plus de cérémonie, sans que ni Vergris, pourtant d'humeur vengeresse, ni Drogon ne tentent de lui faire payer sa décision. Tyrion porte par la suite un discours assez risible, car manquant de réalisme politique sur les raisons pour lesquelles Bran devrait être roi, et plus comique encore, les grands seigneurs de Westeros, des dirigeants avides de pouvoir, individualistes, acceptent fin. Un seul mot dans la bouche des fans, déception. Une déception si grande que les notes de la série, jusqu'ici remarquablement élevées, chutent drastiquement. Une déception si grande que les réseaux sociaux s'enflamment à coups d'insultes envers les showrunners et de pétitions pour une réécriture de la saison 8 qui atteignent des millions de signatures. Une déception si grande que même les acteurs principaux vont exprimer leur mécontentement. If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word, how would you describe it? Disappointing. Une déception si grande qu'encore aujourd'hui, plus grand monde ne parle de Game of Thrones, alors que c'était la série la plus populaire des années 2010. Une déception en partie injustifiée, il est vrai, car si la saison 8 est loin d'être à la hauteur, elle reste néanmoins de bien meilleure qualité que la plupart des autres shows télévisés, ne serait-ce que pour ses prouesses visuelles qui sont ici à leur paroxysme. Actually, we're all in agreement that it kind of went off like that. It didn't go out with a bang. It sort of, slipped away, which is a great pity. Force est de constater que l'histoire sombre de fantasy imaginée par Martin et portée à la télévision pendant de nombreuses années avec un succès colossal a connu malheureusement un déclin assez significatif, rien qu'au niveau de l'appréciation du public, faisant de Game of Thrones la plus grande déception de l'histoire des séries. Espérons que des spin-offs comme la série House of the Dragon qui revient pour sa 3e saison ou le jeu dont j'ai parlé War for Westeros qui est annoncé pour 2026 viennent inverser la tendance et viennent redonner les lettres de noblesse que la série mérite. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.